Wendell, Wendell, rigolade, petit cire, diversion miteuse. D'ailleurs tenu, Wendell, en parfaite obédience par son propre conseil, Wendell n'est qu'un insignifiant, le bouc qui pue, le lustucru qui fait peur aux enfants de l'humanité. Mais les autres, comment qu'ils s'appellent, l'humanité ne les nomme jamais. Toujours Wendell, ça fatigue. On a bien encore un roi tout de même, et joliment puissant, ma parole, de la grande dynastie mondiale. Louis XVI, quelle fragile pelure, mais Rothschild, quel monarque, Maurice, Arthur, James, Cunégonde, comment qu'on l'appelle, lequel de ces messieurs? Ah, comme il serait agréable qu'on nous le présente au cinéma très souvent, qu'on nous en cause à la radio soir et matin, qu'on nous assure qu'il a vraiment bien déjeuné, qu'on nous donne de ses nouvelles, qu'il a bien dormi, qu'il a bien fait ses petits besoins, mais jamais rien, que du lugubre silence, le protocole impitoyable, et nos princes, les personnages de sa cour, nous voulons aussi les connaître, officiellement, toujours Wendell, c'est fastidieux, crochet, nous voulons les princes authentiques, pas les frimes, les faux semblants, nos ducs Lazare, nos rats Dreyfus, c'est à peine si nous les entrevoyons, quelle cruauté, on nous les oublie, on nous mène donc en bateau, c'est autre chose que des Wendells, l'humain n'en parle jamais cependant, Félonie, ni même de ce Rothschild, Louis, qui pourrit là-bas dans les geôles viennoises, sous les verrous de l'ami des capitalistes, l'Hitler. Comme tout ceci est fort étrange, suspect, le popule humain tromperait-il leur lecteur? Elle nous cacherait le principal, les principaux, nos plus splendides, omnipotents seigneurs de France, tous admirablement dotés des plus fantastiques apanages, des plus gigantesques privilèges, tous de branches cousines. Des potentats quasi divins, pas détenteurs de courants d'air, de châteaux en Gascogne, de vermoulus à Pignon, de rendez-vous à fantômes, non, 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 des trusts en plein fonctionnement, qu'ils sont les maîtres, qu'ils superordonnent, ces noms de Dieu de puissants, des forces qui comptent, qui vous assoient et qui vous foudroient, des vraies personnes surnaturelles, qui nous tombent direct de l'Olympe, sur les eaux, irrésistibles, qui nous affament comme elles veulent, qui nous font voter comme elles veulent, qui nous font périr comme elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent, sans même rien nous expliquer, juste 2 ou 3 grognements farouches pour foyer la meute, les bestiaux baveux, et hop, Dautor s'est engagé, la guerre commence, ou bien c'est la révolution, la chute de toutes les monnaies, l'écrabouillage d'un continent, ça dépend, comme ça, tout à leur bon vouloir, très absolument, selon leur caprice, vous existez pas. Avant la guerre, le peuple, au fond, il comprenait rien du tout au grand sens des mots terribles capitalisme, exploitation, conscience ouvrière, trust, syndicalisme rénovateur. C'était que des mots pour la gueule avant la guerre. On le faisait hurler, bien sûr, le peuple, on l'a toujours fait hurler. N'empêche qu'il y comprenait goutte aux brûlantes questions sociales. C'était du chinois, il croyait pas beaucoup, il n'était pas encore conscient des souffrances horribles, de son état d'opprimé martyr, de crucifiés des fabriques, de forçats tordus des labours. Tout ça n'est venu que plus tard, avec l'or des grandes propagandes. L'or russe en particulier, extrait par d'autres bagnards, des tourbières glacées là-bas vers l'amour. Le monde est petit. L'ouvrier d'avant la guerre, bien sûr, qu'il avait des accès de très légitimes révoltes, des bouffées de fièvre vinaceuses, avec crise mélodramatique à la Zola. C'était entendu classique. Ça survenait comme l'urticaire, une fièvre toute rouge après trop d'importants discours, vers la fin des élections, et puis ça lui remontait encore au 1er mai, pour le grand drame des barricades, rien que pour emmerder les bourriques, faire sortir tous les cuirassiers, que ça scintille plein les boulevards. Le grand triomphe prolétarien à cette époque de damnés simples, ça consistait en mitraillades, à toute volée, à coups de cul de bouteille, en furieuses
rafales, plein les écrans de cavalerie lourde, que les tessons éclatent horribles, plein les casques, plein les aciers, que ça tranche les croupes des gailles, fende les cuirs, que ça foute une pagaille affreuse dans les escadrons. C'était le triomphe prolétaire. J'étais souvent de la noce au contact des émeutiers, très bien placés pour me souvenir. Il fallait que la grive radine au pas de gymnastique. Ça arrangeait tout de suite les choses. Elle, toujours tout de suite populaire, l'infanterie, bien blairée, en toute occasion sympathique, baïonnette, dardant des éclairs, fringante au fusil. C'est tout ce qu'elle demandait, la foule, qu'on remplace les cuirassiers par de l'infanterie. Elle pouvait pas blairer les chevaux. Immédiatement s'engager les parlottes, ça se tassait, ça finissait en quiproquo, fraternisation scandaleuse, controverse, cafouillerie, canette et recanette, rencard, pelotage, litrons encore, à plein panier. C'était pas long que ça s'élève autour des troufions, des pires violentes engueulades entre civils et connaisseurs. Ils en arrivaient au cou, ils se défiaient de tous les noms, à propos des menus détails, qu'ils étaient pas du même avis sur les équipements, les manières, la fantaisie dans les cravates, la prestance des officiers, les formes extérieures du respect, les 36 portions, paraît-il, qu'il avait le droit, le colonel, les traditions régimentaires, la valeur des troupes en campagne, les progressions si difficiles en terrain meuble découvert, des véritables stratèges et passionnés, pire que Turenne, qui se révélaient au contact pour les manœuvres d'infanterie et le service des forteresses. La foule venue pour mutiner et tourner sur place réserviste. Elle n'avait pas le ferme propos des revendications sociales, la foule. Elle oubliait tout son programme, la seule vue des piou-piou. C'était pas des foules sérieuses. Mais quand elle est revenue de la pipe, elle en savait des trucs, des machins, tous les secrets formidables. La foule de foule. Comment qu'ils s'étaient affranchis, les troubadours, méconnaissables, éclairés. Fallait voir comme. Et que je dis, terrible, capital, le capital, les capitaux, les trusts, formidables. Oui, que je te dis, et que je te casse. Plus rien que des vraies terreurs du capital, des terreurs de vent. C'est tout ce qu'elle avait pu retenir des grands abattoirs 14, la masse de masse, un mot, capital. Maintenant, elle en a plein la gueule de son mot. Elle peut plus causer d'autre chose. Capital, c'est tout. Elle peut plus comprendre autre chose. C'est fini. Jamais qu'une idée à la fois. Jamais qu'un mot à la fois. Mais alors vraiment à mort. Il faut qu'elle en crève. Capital. Elle peut plus causer d'autre chose, capital, et 200 familles, jamais qu'une idée, une haine à la fois, le vampirisme capitaliste, les pressurations de la misère humaine, tout l'accessoire du guignol démagogique, l'énorme dégueulasse jérémiade, qui ne répond plus à rien en Europe, les foules démocratiques, cabotines, sournoises, présomptueuses, pourries d'encens, pourries d'encre, archi-pourries, tout empuanté, enfianté par les propagandes, les mensonges dressés par la muflerie, à la mesquinerie matérialiste, à la revendication éternelle, à l'éternel chantage mendigo, sont condamnés à mort. Toute l'épinalerie des haines absurdes, vaines, qui ne peut s'effacer qu'au sang. Depuis que le peuple est souverain, il a jamais changé son disque. Capital, 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 caca, pipi. C'est un monstre à tête d'épingle, le peuple. Juste de quoi retenir dans son rétrique et cassis une seule rengaine, une seule faribole à la fois, et c'est marre. C'est toujours la même qu'il rabâche, qu'il a nonnée avant 14 déjà. Jamais qu'une haine à la fois, apprise avec des tels efforts, des telles douleurs infernales, qu'il peut plus s'en séparer. Il l'adore à mort, sa rengaine. C'est seulement qu'après la prochaine qu'on l'entendra. S'il en reste, ça serait du miracle. Hurler quelque chose de nouveau. Debout, les Ariens. Mais sans doute qu'il sera trop tard. Ça sera fini, les risettes. C'est toujours trop tard quand il s'affranchit le trèpe. Trop tard de 5, 10, 20 années de guerre. De 5, 10, 20 millions de morts. Le reste du temps, qu'est-ce qu'il fabrique, le peuple bibineux, pêcheur d'ablettes, entre les déluges? Rien. Il s'écoute causer, rôter. Il se fait reluire avec des conneries.
comme des vraies gonzesses, des futilités, des babioles. Ils comptent les vers sur la table, jamais ils parlent du fond des choses, jamais. C'est une vraie affaire pour la mort, le peuple. Un coup de clairon, il s'apporte, y a pas besoin de lui expliquer, il est toujours là, il attend. Pourquoi on la fait pas la guerre, tout de suite, que ça traîne? Pourquoi donc Français, petite tête follette, petit grelot insoucieux, petit turlupin jacasseur, on vous laisse comme ça au rabiot? Que vous avez pas encore rejoint tous vos dépôts du sacrifice, une bonne fois pour toutes, le 4e, le 202e, le 624e Barbac, hein? Vous trouvez ça très normal de pas être encore en pipe devant Vesoul et Pinal, en train de vous faire dépecer sur la frontière espagnole, en train de soulever les montagnes avec vos tripes dans les Bruise, ça vous est dû les sursis, que vous iriez dire pour un peu. Perdez donc cette illusion avant de perdre toutes les autres. Si vous êtes encore en vie, c'est pas de votre faute, ni de la mienne, c'est à cause d'une hésitation de l'Intelligence Service. Depuis le mois de mai déjà, que vous devriez être au sport, en train de bouleverser la Siegfried, d'écraser les hordes germaniques. Vous perdez rien pour attendre. Si les Anglais tergiversent, c'est à cause du ravitaillement des îles britanniques, uniquement. Ils gardent un très mauvais souvenir du dernier blocus. Il faut qu'ils importent la clape, ou qu'ils crèvent de faim, les Anglais. Ça les agace rien que d'y penser. Rien ne pousse à bouffer sur leurs îles. Les sous-marins ont bien failli, la dernière fois, réussir. Il s'en est fallu d'une pichenette. L'Angleterre ne se nourrit qu'à la cuillère, par cargo. Il faut que les cargos lui arrivent, lui montent jusque dans la bouche. Qui coule ses cuillères gagne la guerre. L'Angleterre coule sans falbala, de faim. C'est le danger, le seul en ce moment, qui fasse encore réfléchir les gouvernements anglais, qui laisse un petit peu perplexe l'IS. Pour cargo contre sous-marin, le problème est résolu, paré, étalé, on a compris, la défense est à la hauteur. Mais cargo contre avion, et surtout contre avion en escadrille, c'est l'inconnu, on ne sait rien, pas grand-chose, aucune expérience valable, aucune certitude. Voilà le hic, le seul. Le gésier de la vieille Albion se contracte à l'idée. Rien à bouffer dans ces îles, sauf du charbon. Cargo contre avion en groupe, l'aventure. Les experts de l'IS se tâtent. Quand ils croiront avoir très raisonnablement résolu ce terrible problème, protection des convois entre les Açores et Bristol, alors Français, mes petits pères, vous pourrez dire que vos pommes sont cuites, que vous allez sauter dardard parmi les mousqueteries folles, les conflagrations à n'en plus finir, les rougeoyantes fascinations, tout de suite des débris plein la chambre, des cervelles partout. Il ne faudrait pas croire non plus que ça va suffire désormais d'une méchante petite blessure, 1-2 litres d'hémorragie pour vous éloigner des combats. Oh, pas du tout. Des clous. Vous serez requinqué sur place, refilé pronto subito dans l'impétueuse aventure, jusqu'à l'éventrage final, à la gloire de la corrida. Ça va plus être une excuse d'avoir pissé le sang à glou-glou pour se trouver pâle et exempt de sarabande. Ah, mais pardon, mais non, tout est prévu, et la science alors, et le progrès, ça serait pas la peine, et la chirurgie aux armées, et les transfusions d'urgence, vous connaissez pas le tout dernier mot de la science transfusionnante, l'animal humain au combat, grâce aux techniques très récentes de transfusion rationnelle, presque instantanée, sur les lieux mêmes de la bataille, a presque plus de raison de mourir, non, on lui en remet immédiatement du sang, comme ça, sur le tas, la blessure encore ouverte, sang vivant ou sang de conserve, selon l'heure, les conditions, l'état du cadavre, on le fait revivre pour combattre. Le rendement de la soldatesque se trouve grâce à cette découverte, formidablement améliorée. Ça va barder les corps à corps, 10-20 fois mieux qu'en 14, grâce aux transfusions, 50 fois plus que sous l'Empire. N'importe quel soldat pourra survivre désormais à de bien plus terribles
terribles blessures, de bien plus grands délabrements qu'en 14, des arrachements, des épanchements d'une gravité surprenante, des hémorragies qu'autrefois on aurait tenues pour fatales. Les services de santé, qu'une vigilance extrême, seront toujours à point donné avec leur sang de conserve, en bonbonnes stérilisées pour remettre du jus dans les veines, le remède toujours à côté du mal. Les déperditions de forces combatives par hémorragie seront réduites au minimum. Plus de ces massacres empiriques, de ces hécatombes au petit bonheur, de ces boucheries très grotesques comme à Charleroi par exemple, où tant de petits soldats furent éliminés, exsangues, beaucoup trop tôt, qui auraient très bien pu tenir, repomper encore 3, 4 et 5 jours sous les avalanches de mitraille. Lacune de technique, impréparation, ça n'arrivera plus. À l'avenir, on combattra jusqu'à la dernière goutte de sang, de son propre sang, de sang injecté, de sang des autres, de sang d'autres vivants, de sang d'autres morts. Ah, le service des injections compensatrices jouera parfaitement son rôle sur les champs de bataille. La guerre est un sport comme un autre. On nous l'a assez répété, on a fini par comprendre. Très bien, bravo. Rappelez-vous la natation, avant le crawl, après le crawl. Ce fut un monde comme différence. Le jour et la nuit, rendement, vitesse, endurance, décuplés. La transfusion, ça fera de même pour la guerre. Ça bouleversera tout. Ça sera un miracle. La prolongation du soldat à travers les pires épreuves, comme on n'aurait jamais cru. 4, 5 fois la durée normale. Il suffira qu'on vous remonte avec une injection de sang dès que vous aurez perdu du vôtre trop abondamment. Question d'organisation, c'est tout. C'est simple, comme on repompe un pneumatique dès qu'il commence à s'affaisser. À chaque fuite, 1 litre de sang, et hop, un coup de pompe, et ça refoncera de plus belle la viande à bataille. C'est fini les excuses faciles, les virer vers les hôpitaux pour une petite nappe de répandu, l'embrochage d'une artère quelconque, le classique broyage des tibias. C'était bon au temps romantique, ces petits trucs sentimentaux, les tragiques pérégrinations de ces blessés très pitoyables pour population larmoyeuse. Ah, il y aura maintenant de la pudeur et de l'efficience aux armées. L'arrière, ne voyant plus rien, ne pleurnichera plus. Toute la cuisine conservatrice des saignants se fera dans les zones des armées, sur les lieux mêmes, à l'économie, à la dernière ampoule, au dernier globule, au dernier soupir. On utilisera tous les restes, impeccablement toute la viande, le jus, les os, les rognures du soldat. On gaspillera pas un troufion, l'envers vaut l'endroit. On recoue, ça tient, on injecte, c'est marre. Bonhomme comme tout neuf, on vous fera durer jusqu'au bout, c'est bien le cas de le dire. Vous et votre sang bondisseur, badin, fantasque, gicleur, éclabousseur, à la première écorchure. On arrangera tout ça quand même, on vous remplacera le morceau tout entier, chirurgie Carrel. On vous fera complètement méconnaissable, mais suffisant. On vous remplacera le sang aussi. Et vous refoncerez dardard, coupez les moustaches à Hitler, clouez les mitrailleuses ennemies. Tous les services transfusionnistes sont parés pour la grande épreuve. Écoutez, c'est un vrai plaisir ce que déclare à ce propos le docteur Tsang, hématologiste très distingué dans le très celtique Paris-Soir. On ne peut, de toute évidence, envisager de se servir des combattants comme donneurs de sang. Ce serait les affaiblir, car un donneur de sang doit être un sujet favorable, mener une existence tranquille et suivre un régime sain. Faute de mieux, on se résignera au sang de conserve, car malgré tout, la meilleure manière de conserver le sang humain consiste à le laisser à l'homme. Mais les inconvénients d'un pareil système sont nombreux, etc. Voilà, n'est-ce pas de quoi bien vous rassurer? Vous aurez tout le temps pour conquérir vos citations à la brigade, au corps d'armée, peut-être même la médaille, avant qu'on vous relève complètement mort. Et puis ça sera pas fini, vous aurez encore de l'espoir, on vous repompera, vous pourrez recharger encore, aller reprendre d'autres drapeaux. Ça devient vraiment trop facile avec des progrès pareils, de se tenir héroïque des mois, des années, il y aura plus de raison que ça finisse.
Quand je lui donne tort, il m'insulte. Quand je lui donne raison, il me congratule. Je ne peux pas considérer M. Maurras comme un véritable antisémite. Emmanuel Eugène Berle. Qu'on me pardonne, qu'on me lapide. Mais où veut en venir Maurras? Je ne comprends rien du tout aux finesses, aux dosotages, aux magnifiques chèvres et chouteries de sa latinissime doctrine. Que préconise-t-il finalement? Une latinité parfaite? Une alliance avec l'Italie? Mais certes, nous en sommes, avec Franco, mais pourquoi pas? Et puis alors, on ne sait plus, tout subsiste, tout est à refaire, latinité par-dessus tout, tout félibrige. Hurrah, Vaucluse, vive Pétrarque, en avant Mistral, un banc pour Virgile, Horace à l'action. Le latinisme, je peux pas le souffrir, mais je conçois qu'on l'adore. Sunt verba et voces, praeterec nihil. Horace et page rose. Peut-on réconcilier l'Europe, l'unir pour l'amour du latin? Tout est là. Je ne crois pas. Il faut des raisons plus solides, des raisons de force, d'armée, de foi nouvelle, de race pour unir. Le latinisme est un lien lycéen, un lien de narcissisme académique, de mutuelle admiration pour brillants lauréats du concours général. L'Allemagne s'est toujours tenue hors du latinisme. Elle s'est terriblement privée. Elle n'a point participé à la merveilleuse enculerie par les hautaines armées romaines, par les athlètes en rhétorique, prélude à l'autre adorable enculerie, par les conjurés déchaînés. Voilà surtout ce qu'on lui reproche à l'Allemagne, nous les nations favorisées sous le rapport humanisme, la France, l'Angleterre si hautement civilisée, si admirablement enculée, la barbarie germanique, l'Allemagne nation de proie, la bête enragée de l'Europe, la barbarie teutonne que César n'a jamais pu mettre, Varus non plus, Teutobochus le Boche, monstrum orandum informe ingens. Virgile et page rose. Ça le gêne énormément, Maurras. Il reprend les crosses de César. Il peut pas quitter le lycée. Il s'y est toujours trouvé trop bien. C'est un lycéen enragé. Il fait de la retenue volontaire depuis 40 ans. Ni Berlin, ni Moscou. Il est très fier de cet adage. Il y tient comme à ses prunelles. Ça vous prend un petit air catégorique, un petit air seulement. Il ne dit pas notre pétrarchiste la moitié des choses. Il faut tout dire, Maurras. Il faut tout dire. Ce n'est pas ni Berlin ni Moscou. Ni Berlin ni Moscou, ça ne veut rien dire. Mais bel et bien, Washington, Londres, Moscou contre Berlin, Rome, Burgos. C'est à prendre ou à laisser. Il faut choisir. C'est la minute. C'est l'instant. Point de marchandage latin. Ça porte pas beaucoup à choisir les humanités, ça apporte à circonlocuter, à digresser pompeusement, à s'admirer tout ronronnant dans l'ordonnance d'un beau vide. Abyssum, abyssum invocat. L'abîme appelle l'abîme. David, P 41, 8. Toujours en garde contre l'Allemagne, nation de proie, nous retombons, c'est fatal, sous le joug anglais, dans le célèbre équilibre, l'admirable, astucieux équilibre que nous payons, bon siècle, mauvais siècle, d'une bonne dizaine de banqueroutes, de 10 ou 15 millions de cadavres, et demain bien davantage, de tout un infernal surcroît de divaguerie, démocratisme épileptique, la folle suiciderie permanente. L'équilibre européen pour nous c'est ça, une permanence aux abattoirs. Il n'est pas difficile, Maurras, de trouver le truc très ingénieux, précieux, providentiel, recommandable. Salut, la paix par le désert. Ubi solitudinem faciunt passem appellant. Tacite. Que veut-il, Maurras? La France toute seule, toute indépendante, ne se compromettant avec nul, seule défenderesse désormais de son irradiante culture gallo-romanique, de son génie pétrarchisant, rabelétique, molièresque, Janson de saïteux, mazarien, maurassien pour tout dire. C'est pas très facile non plus, ça serait le rêve, mais c'est idiot comme rêve. Nous ne sommes plus sous Louis XIV. Les paix de Monsieur Lebrun ne font plus tressaillir l'Europe. Ils ne font même plus rire personne. Ce sont des paix vraiment pour rien.
junta supercilio movements, qui ébranle l'univers d'un froncement de sourcils. Horace Ide. La France toute seule, c'est une promenade. Avec l'Italie et l'Espagne, ça ne change rien aux conditions. Nous pouvons que retomber, une fois de plus, sous l'Angleterre, sous le joug britannique. C'est tout. Les dignités les plus pointilleuses, les plus respectables, ne changeront rien aux fatalités du fameux équilibre. La France seule, ou plus latine encore, par alliance, retombe quand même dans les fontes diplomatiques anglaises, et nous savons ce que cela signifie. Le monde est actuellement beaucoup plus vache qu'au temps de Louis XIV, sur toutes les questions matérielles, alimentaires, ravitaillement, mines, industrie, matières premières. Les États qui ne possèdent sur leur territoire en propre, bien à eux, ni pétrole, ni cuivre, ni bois, ni phosphate, ni coton, ni mine d'or, ni même assez de blé pour étaler par tous les temps, n'avoir jamais besoin de personne, et surtout des bateaux de personnes, doivent drôlement et en vitesse s'unir, se confédérer, faire peur aux États riches ou disparaître, crever d'épuisement à force d'être rançonnés, pillés, tondus de plus en plus court par les États opulents, périr dans l'esclavage, dans la honte, dans la guerre des tarifs, dans la guerre tout court, dans toutes les révolutions, les calamités, les catastrophes, à n'en plus finir. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi cranouiller? Pourquoi pas l'avouer? Les États sans pétrole, sans cuivre, sans coton, sans or, ne s'appartiennent jamais. L'indépendance pour eux, c'est un mot. Ce seront toujours des États esclaves, des États prolétaires, voués corps et âme à l'exploitation sans limite par les États riches, naturellement dotés, privilégiés en cuivre, en blé, en coton, en pétrole. Et puis voilà, et puis c'est tout. L'Angleterre au tout premier rang de ces États vautours. L'État vautour est comment? Par excellence, il n'existe pas plus d'équilibre durable européen qu'il n'existe de conflit éternel franco-allemand. Ce qui existe, c'est un éternel intérêt de la anglaise à nous entretenir en perpétuel conflit franco-allemand par tous les moyens, de siècle en siècle, moyens formidables, bêtes comme chou mais merveilleusement efficaces. La preuve. Félix qui potuit rerum cognoscere causas. Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. Virgile, et toujours page rose. Les Ariens d'Europe n'ont plus 36 cartes dans leur jeu, 2 seulement, la carte anglaise, et ils cèdent une fois de plus à l'intelligence service, se jettent une fois de plus dans le massacre franco-allemand, dans la plus faramineuse, fulgurante, exorbitante, folle boucherie qu'on n'aura jamais déclenché dans le cours des siècles, peut-être pour la dernière fois. Les jaunes sont aux portes, ou bien ils jouent la carte allemande, se révoltent, s'unissent, se lèvent contre l'Angleterre, la somment, la sonnent, la battent, la rasent. On n'en parle plus, c'est à prendre ou à laisser. Pas 36 cartes, 2 seulement. Vidéo cartas et lupos. Exclamation très latine. Pas dans les pages roses. Je vois les cartes et les loups. Maurras, il a pas les pages roses chez lui. Il travaille tout de mémoire. Ad memoriam. Pour abattre Hitler, il faut d'abord écraser Staline. Doriot, Liberté du 12 octobre 1938. Avec quoi il va abattre Hitler, Doriot? Avec les régiments français à fils unique? Avec quels alliés? La France n'a plus d'alliés. Elle est bien trop déconfite, galeuse, branleuse, avancée dans les gangrènes, contagieuse, pour qu'on s'acoquine avec elle. Salut! Pendant la grave dernière crise, la Belgique a mobilisé contre nous, pas contre l'Allemagne. L'Italie, il ne se passe pas de qu'elle nous fasse très nettement comprendre combien nous la dégoûtons, qu'elle en a marre de nos allures, que tout en nous lui répugne, qu'elle attend qu'une occasion pour nous corriger, pour nous montrer ce qu'elle peut faire avec nos os de pourris. Nos nationaux veulent pas comprendre, ils persévèrent dans leurs efforts de séduction, de plus en plus bas putassiers. Alors avec quoi il va l'abattre, Hitler, Doriot? Il veut écraser Staline en même temps? Bref, petit gars, pourquoi pas? D'une pierre deux coups, et youplala, c'est gagné. Nous sommes en pleine loufoquerie, en plein cranouillage loufoque creux, venteux, bien français. Cocorico, cocorico, les prémices de la
paralysie générale, la folie des grandeurs, aussi absurde que du Maurras, du Kérylis ou du Péry, vraiment des raisonnements du Hurluberlu à interner. Vous voyez donc pas que vous êtes en l'air, que plus rien vous retient au-dessus des précipices, que l'Europe tout entière, y compris les Anglais, attend que de vous voir basculer le plus tôt possible. À quoi riment toutes ces jactances, toutes ces proclamations bravaches, ces provocations de piteux perclus, malthusianistes rentiers? On se le demande. Le Vésinet en folie, à nous faire prendre pour encore un peu plus cons, plus bouffis, plus inconscients, inconsistants, hystériques, présomptueux, gâteux, vétilleux, que nous le sommes déjà. Et puis aussi la muflerie de tous ces cartels, remarquez, muflerie très typiquement française. Mais Doriot, mais Maurras, faudrait tout de même en rabattre de ces plastronades. Mais c'est Hitler qui vous a sauvés tous les deux de Staline, ni plus ni moins. C'est pas vos petites grimaces. Vous lui devez une fière chandelle à Hitler. Vous seriez déjà fusillés tous les deux avec tous les Ariens qui causent depuis belle lurette s'il avait pas l'atroce Hitler nettoyé l'Allemagne en 28. Il y a de beaux jours que sans Hitler, c'est le Comintern qui ferait la loi par ici, les prévôts à Paris même, avec leurs tortionnaires mastards. Vous seriez servis, vous auriez plus beaucoup la chance d'installer sur les tréteaux. Ingrat, non, certes, vous parleriez au radis par les temps qui courent. Ça serait fini les grands airs, les poses plastiques terrifiantes. C'est grâce à Hitler que vous existez encore, que vous déconnez encore. Vous lui devez la vie. Je vais vous désosser, moi, barbare. Je vais vous abattre, bêtes enragées, atroces teutons. Je vais vous retourner les naseaux, moi. Je vais vous mettre en poudre, moi. À force de défier comme ça, de vous rendre insupportable, comme si vous étiez en état, vous allez voir un de ces jours, la purge. Tous les spectateurs de l'Europe, ils sont prêts à se fendre la pipe. Les vantards, quand on les dérouille, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde est heureux. C'est un cas sans espoir, le vôtre. Vous avez perdu toute mémoire tellement que vous êtes abruti, ou c'est encore de la suffisance. Vous pouvez plus vous souvenir qu'elle aurait duré la France de 14, rien qu'elle, toute seule devant l'Allemagne, 15 jours maximum. Vous vous saoulez à l'eau de la Marne à présent, c'est complet. Cocorico, cocorico, cocorico. Sauvé, on discute. Qui veut la fin veut les moyens, et pas les demi-moyens. Le chirurgien fait-il une distinction entre les bons et les mauvais microbes, ceux qu'il entend laisser mijoter dans le champ opératoire, les microbes tranquilles, les dénués de virulence, les inoffensifs ça profite, et puis les germes qu'il doit éliminer tout de suite, faire bouillir, détruire inexorablement, sous peine des plus graves pépins, des septicémies mortelles. Non, cette attitude serait inepte, désastreuse. Il passe à bouillir tous ses instruments avant d'opérer, et pas pendant, mais 20 bonnes minutes sous pression, extrêmement scrupuleux, ABC de l'art chirurgical. Tout est mystérieux dans le microbe. Un tel microbe si gentil, hier, sera demain la rage, la damnation, l'infernal fléau. Nul ne peut se porter garant de l'avenir d'un microbe. C'est la bouteille à encre. Les vagues de virulence passent sur l'espace, et puis c'est tout, comme elles veulent, quand elles veulent. Ça profite inoffensif. Germes semi-virulents. Virulents seront demain virulissimes, foudroyants. Ce sont les mêmes microbes. À divers moments de leur histoire, c'est tout. Personne n'a le droit de se risquer seul, c'est tout. Personne n'a le droit de se risquer d'introduire un seul microbe, dit inoffensif, dans le champ opératoire. Personne ne sait ce que deviendra, ce que fut autrefois, comment va tourner le microbe, le plus bénin d'apparence. Tous les adversaires de Pasteur n'étaient pas incurablement, irrévocablement crétins ou de mauvaise foi. Certains d'entre eux firent même de très honnêtes efforts pour appliquer dans leur chirurgie les nouvelles méthodes pasteuriennes. Ils ne demandaient pas mieux que de stériliser leurs instruments avant d'opérer. Ils croyaient en toute probité les avoir stérilisés parfaitement, leurs instruments, de très bonne foi, quand ils les avaient bouillis au préalable quelques minutes, comme un œuf à la coque, 1, 2, 3 minutes, 10 minutes au maximum.
homme. Les résultats étaient effroyables. Monsieur Pasteur est un charlatan. Son antisepsie n'est qu'une farce. Je les ai fait bouillir, moi, mes bistouris, selon sa fameuse méthode. Mes statistiques démontrent que la méthode de Monsieur Pasteur n'est qu'une faribole de maniaque. Rien ne change par sa méthode. Même infection, même mortalité. Les microbes, ces microbes, quel duperie, quel battage. À cette époque, l'infection post-opératoire enlevait à peu près 95% des opérés. Pasteur eut toutes les peines du monde. 10 ans de parlotte furieuse à faire comprendre à ses adversaires qu'ils étaient tout de même, eux, responsables de leurs échecs opératoires, pas sa méthode. Les découvertes pasteuriennes furent formellement niées en France, bannies pendant 10 ans, et par les plus grands savants français de l'époque. Les méthodes pasteuriennes n'acquirent droit de cité que grâce à Lister, après un long exil en Angleterre. Ces petits démêlés, tout à l'honneur du fameux esprit français, tout de lumière, de lucidité, de logique, de cartésianisme, de narcissisme, bref, Pasteur dut renoncer pendant 10 ans à faire admettre aux savants de la race la plus intelligente de la Terre qu'entre une ébullition de 3 minutes et une ébullition de 20 minutes, il existait un abîme, un monde, qu'une stérilisation de 3 minutes demeurait imparfaite, donc absolument inutile, plutôt nuisible, tandis qu'une ébullition de 20 minutes, scrupuleuse, stérilisait véritablement, parfaitement les instruments opératoires, supprimait tous les germes et leurs spores, et par conséquent toute possibilité d'infection. Pour ces éminentes cervelles latines, le mot stérilisation suffisait. Elles avaient eu le mot, elles avaient eu la chose. Ébullition, n'est-ce pas? Très bien. Antisepsie, alors, 2, 10, 20 minutes. Qu'est-ce que ça pouvait bien foutre, toutes ces histoires de minutes? Des échappatoires, des alibis, des faux fuyants, des chichiteries, ces minutes. Quelle différence! Il y avait bien eu tout le mot ébullition, on avait bien fait bouillir, alors c'était l'essentiel. Pasteur était condamné devant l'Académie de médecine française, latine verbale, puisqu'il avait prononcé le mot. Il était foutu. Ils avaient tous répété, les 40 académiciens, le mot. Alors c'était suffisant. Si ça marchait pas, c'était tant pis pour sa gueule. Les latins, les latinisants, sont conifiés par les mots. Toujours, ce ne sont pas eux qui conduisent les mots, ce sont les mots qui les conduisent. Ils croient aux mots, ils ne croient qu'aux mots. Ils pensent que le monde est un mot, que la stérilisation est un mot, que tout peut s'arranger avec des mots, avec un mot juste, avec un mot heureux. Ils raffolent des solutions verbales, dites heureuses. Ils n'en reconnaissent jamais d'autres. Si les événements, comme à Munich, viennent bousculer leurs petites solutions verbales, vous les voyez longtemps, longtemps encore, demeurer tout déconfits, malheureux, ne reconnaissant plus le monde, leur monde, qui est un monde essentiellement de mots. À force de tout arranger, de tout trancher avec des mots, ils finissent par croire forcément que tout est arrivé. Et en avant les mots. Nous possédons maintenant en France le plus soufflé brelant de vaniteux crétins pontifiants imaginables, les plus grands rhétoriciens raisonneurs de travers de la planète, les plus fiefés culottés épouvantables, grands moralistes à faux de l'univers. Conclusion, par les morales les plus rigides, les mesures les plus terrifiantes, on n'arrive pas à grand-chose avec les hommes. Mais par les demi-faux semblants, les demi-teintes, les faux fuyants, qu'est-ce qu'on espère? Autant bien mieux avouer tout de suite qu'on n'a rien envie de faire du tout, qu'on s'en fout, ça serait plus simple, plus honnête. Et puis amen, nom de Dieu, et vive l'enfer du Talmud!